Bonjour, nous allons corriger cet exercice 17, donc cet exercice qui porte sur une étude de fonctions trigonométriques. Alors dans cet exercice, on considère la fonction f définie sur R par f de x égale moins 4 sinus de x. Première question, déterminer la valeur exacte de l'image de f, l'image par f de pi sur 6 en détaillant le calcul. Donc, f de pi sur 6, c'est donc égal à moins 4 sinus 2 fois pi sur 6. Donc par simplification, ça nous donne du moins 4 sinus pi sur 3. Et donc il faut savoir évidemment, et savoir le retrouver sur le cercle trigonométrique, que la valeur de sinus de pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc c'est égal à moins 4 fois racine carrée de 3 sur 2, ce qui nous donne du moins 2 racine carrée de 3. Ça c'est donc la valeur exacte de l'image de pi sur 6 par la fonction f. Question petit b, démontrer que f est pi périodique. Alors, pour démontrer qu'elle est pi périodique, il faut évidemment vérifier que si x, pour tout x appartenant à l'ensemble des définitions, x plus pi appartient aussi à l'ensemble des définitions. Mais là, évidemment, c'est extrêmement simple, puisque l'ensemble de définitions, c'est R, donc pour tout x appartenant à R, on sait que x plus pi appartient aussi à R. Donc la première étape est vérifiée. Donc ensuite, pour démontrer qu'elle est bien pi périodique, il faut se donner un petit x réel quelconque, et vérifier que l'image de x plus pi par f est bien égale à f de x. Donc f de x plus pi, c'est moins 4 sinus donc de 2 fois x plus pi. On va développer ce produit. Donc c'est moins 4 sinus de 2x plus 2pi. Or, on sait que la fonction sinus, elle, est 2pi périodique. Donc comme la fonction sinus est 2pi périodique, sinus de 2x plus 2pi, c'est évidemment égal à sinus de 2x. On peut dire car sinus est 2pi périodique. Et moins 4 sinus de x, c'est exactement f de x. Et donc on vient de démontrer que pour tout x réel, f de x plus pi est égal à f de x, ce qui prouve que la fonction f est pi périodique, périodique de période pi. Question petit c, étudier la parité de f. Alors, petit f, la fonction f, évidemment, la première chose qu'on doit vérifier pour étudier la parité, c'est le fait que l'ensemble de définitions doit être symétrique par rapport à 0. Or, l'ensemble des définitions, c'est R, et R est bien un ensemble symétrique par rapport à 0, c'est-à-dire pour tout x réel, l'opposé de x moins x appartient aussi à R. Donc, R est symétrique par rapport à 0. Ensuite, on se donne un petit x réel quelconque, et on va vérifier pour voir si elle est paire ou impaire. On va donc calculer l'image de moins x par la fonction f, et regarder si on tombe sur f de x ou sur moins f de x. Et si c'était ni le cas pour l'un ou pour l'autre, il faudrait peut-être regarder un cas particulier pour montrer qu'elle n'est ni paire ni impaire. Bon, en tout cas, commençons par calculer f de moins x. Ça nous donne donc moins 4 sinus de 2 fois moins x, ce qui nous fait moins 4, qui est égal à moins 4 sinus de moins 2x. Or, on sait que la fonction sinus est une fonction impaire. Donc c'est moins 4 fois moins sinus de 2x, car la fonction sinus est impaire.
Alors, ça on peut l'écrire, l'opposé de moins 4 sinus 2x. Et comme moins 4 sinus de x c'est f de x, ça nous donne l'opposé de f de x, moins f de x. On vient donc de démontrer que la fonction f est une fonction impaire. Bien. Donc, il faut bien comprendre que lorsqu'on a le fait d'avoir démontré que f était pi périodique, que f était impair, ces deux propriétés de la fonction f vont nous permettre de réduire l'ensemble d'études. Cette fonction, elle est définie sur R. Le fait qu'elle soit pi périodique, ça nous permet de réduire l'ensemble d'études à des intervalles d'amplitude pi. Le fait qu'elle soit impaire, ça nous permet de réduire l'intervalle d'études sur les positifs, par exemple, uniquement. Et on pourra en déduire, évidemment, les propriétés sur les négatifs. Quand vous regardez notre ensemble réel, donc grand R ici, ben, grâce à ces deux propriétés, le fait qu'elle soit pi périodique, ça veut dire qu'on peut réduire l'ensemble d'études à un intervalle d'amplitude pi, par exemple, on pourrait le réduire à moins pi sur 2, pi sur 2. Vous voyez que tout ce que je vais pouvoir trouver pour la fonction f sur cet intervalle-là sera à l'identique sur le reste des intervalles, puisque la fonction est pi périodique. Mais puisqu'elle est impaire, j'ai pas besoin de regarder la partie positive et la partie négative. Donc en fait, on va pas regarder cette partie-là. On va s'intéresser qu'à la partie 0 pi sur 2. Puisque tout ce qu'on va trouver comme propriété pour la fonction f qu'on va démontrer sur l'intervalle 0 pi sur 2, de cette propriété-là, on pourra déduire sur l'intervalle 0 moins pi, grâce au fait qu'elle soit impaire, puis après, grâce à la périodicité, on pourra déduire sur le reste de l'ensemble. Donc, deuxième question, petit a, on admet que la fonction sinus est dérivable sur R et que pour tout x, la dérivée de sinus est cosinus. Justifier que f est dérivable et pour tout x, déterminer l'expression de la dérivée. Donc, deuxième question, petit a. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est dérivable? En fait, la fonction sinus est dérivable. Donc, je vais réécrire l'expression de la fonction. C'est pour tout x appartenant à R. Donc, on a f de x qui est égal à moins 4 sinus de 2x. Alors, bon, il y a un coefficient moins 4, c'est pas ça qui pose problème, coefficient multiplicateur. Mais on a du sinus de 2x. Or, ça, c'est une composée d'une fonction, de la fonction sinus qui est dérivable et d'une fonction affine. Donc, on peut dire que f dérivable sur grand R comme composé composé de la forme x associe h de x plus b. Vous voyez, c'est une composée d'une fonction et d'une fonction affine, où la fonction h, qui est la fonction sinus, est dérivable sur grand R. Quel que soit x appartenant à grand R, dérivons la fonction, donc f' de x. Le coefficient multiplicateur moins 4, il se retrouve dans la dérivée, c'est du k fois u, hein, et il faut dériver sinus de 2x. Donc la dérivée de sinus de 2x, donc qui a pour dérivée, donc la dérivée de h de x plus b, hein, c'est du, ici c'est de a fois h' de x plus b. Ça, l'expression de la dérivée quand on a une composée d'une fonction avec une fonction affine. Donc la dérivée de sinus de 2x, ça va être du 2 fois la dérivée de sinus. La dérivée de sinus, on a dit que c'était cosinus de ax plus b, c'est-à-dire de 2x. Ce qui nous donne moins 8 cosinus de 2x. Voilà f' de x. L'expression de la dérivée sur R. Donc petit b maintenant. Résoudre l'inéquation cos de 2x supérieur à 0 dans 0 pi sur 2.
c'est une inéquation, vous avez vu, on s'intéresse à 0 pi sur 2. Donc c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'en fait c'est comme si on réduisait notre ensemble d'études, on n'étudie plus que sur l'intervalle 0 pi sur 2. Pourquoi le cos de 2x positif? Parce que évidemment cos de 2x, ça fait partie de la dérivée de la fonction f, et si on est capable d'étudier son signe, on pourra étudier le signe de la dérivée. Donc petit b, cosinus de 2x supérieur ou égal à 0. Donc ça, c'est équivalent. Alors, on n'est pas sur l'ensemble des réels, puisque on sait que petit x varie entre 0 et pi sur 2. Donc si on refait le cercle trigonométrique, petit x varie entre 0 et pi sur 2 uniquement. Alors, quand est-ce que le cosinus de 2x est positif? Le cosinus est positif, cosinus c'est les abscisses, hein, d'accord? C'est pas le cosinus de x, attention, c'est le cosinus de 2x, mais un cosinus, en gros, est positif quand le 2x est compris entre 0 et pi sur 2. Hein, vous voyez que quand 2x est compris entre 0 et pi sur 2, le cosinus est bien positif. Attention, on a aussi x, il faut l'écrire que x appartient à 0 pi sur 2. C'est pour ça que on ne s'intéresse pas à d'autres valeurs. Et donc, c'est équivalent à ce que x soit compris entre 0 et pi sur 4 en divisant chaque membre par 2. Donc l'ensemble solution dans l'intervalle 0 pi sur 2, c'est l'intervalle 0 pi sur 4. Bien. Donc maintenant, allons voir la dernière question. Donc, pas tout à fait la dernière question le petit c de la question 2, en déduire le sens de variation de f sur 0 pi sur 2. Donc, pour ça, on va faire un petit tableau de variation, tableau de signe de la dérivée d'abord. Donc, petit c. Donc, petit x varie entre 0 et pi sur 2. On a le facteur, donc c'est le facteur moins 8. Donc, notre dérivée, je vous rappelle que la dérivée est égale à moins 8 cosinus de x. Donc, il y a un petit coefficient moins 8 qui va évidemment être important. Le cosinus de 2x, le deuxième facteur de la dérivée, on va en déduire donc le signe de f' de x, et on pourra en déduire donc les variations de la fonction f. Voilà. Alors que sait-on? Moins 8, c'est évidemment un nombre strictement négatif, c'est constant, donc il y aura des signes moins partout. Cosinus de 2x, on vient de démontrer que cosinus de 2x était positif si et seulement si x était compris entre 0 et pi sur 4. Donc on place la valeur pi sur 4, et on sait que cosinus est positif quand x est compris entre 0 et pi sur 4. Donc négatif entre pi sur 4 et pi sur 2, ça s'annule en pi sur 4. Moins 8 est strictement négatif, et donc on obtient ici comme tableau de signes de la dérivée, moins par moins, moins, moins par plus, moins par moins, plus. Voilà donc le signe de notre dérivée f'. On en déduit les variations de la fonction f, donc f est donc strictement décroissante, puis strictement croissante. Calculons maintenant les valeurs, donc on a besoin de calculer f de 0. f de 0, c'est 4 sinus de 2 fois 0. Or, le sinus de 0 est égal à 0, c'est 0. f de pi sur 4 est égal à moins 4 sinus de 2 fois pi sur 4. Alors, 2 fois pi sur 4, c'est égal à pi sur 2.
Sinus de pi sur 2, c'est égal à 1, donc ça nous donne moins 4 fois 1, moins 4. Et l'image de pi sur 2 par la fonction f, c'est moins 4 sinus de 2 fois pi sur 2, c'est-à-dire sinus de pi. Or, le sinus de pi, c'est 0, moins 4 fois 0, 0. Voilà donc les variations, le tableau de variation de la fonction f. Dernière question. Petit 3. L'une des représentations graphiques données ci-contre est celle de la fonction f, laquelle justifiait ce choix. Donc, que sait-on de cette... Que sait-on? On sait surtout que la fonction sur 0 pi sur 2, elle doit être décroissante puis croissante. Et on a les valeurs. Donc, l'image de 0, c'est 0, l'image de pi sur 2, c'est 0, l'image de pi sur 4, c'est moins 4. Alors, regardons un petit peu nos courbes. Donc, déjà, sur les variations, on voit qu'on peut exclure, donc on regarde uniquement sur l'intervalle 0 pi sur 2. On peut exclure C4, puisqu'elle est croissante puis décroissante. Alors nous, elles sont décroissantes puis croissantes. Donc ça peut être C1, ça peut être C2. Non, ça peut pas être C2 parce que C2 n'est que décroissante, donc ça ne peut pas être C2. Est-ce que ça peut être C3? Elle est décroissante aussi uniquement? Bah non. On n'en a qu'une seule qui correspond aux variations, c'est la courbe C1, décroissante, croissante. On peut vérifier que l'image de 0 et l'image de pi sur 2 est égale à 0, et que ici, l'image de pi sur 4, c'est bien moins 4. Donc c'est la courbe C1, ça correspond tout à fait aux variations et aux valeurs que l'on a trouvées. Petit 3. Donc courbe C1. Donc voilà, je n'écris pas la justification. Hein. On pourrait parler des points de coordonnées et des variations, évidemment, pour le justifier. Au revoir.